Histoire orale de la production intellectuelle en Afrique du Nord. Maroc, Algérie, Tunisie. صباح الخير سي محجوب. اهلا وسهلا بك واهلا بكم Merci في beaucoup, المجموعه الكريمه. بارك الله فيكم. merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Vous êtes les bienvenus ici. Aujourd'hui, on voudrait vous connaître. On voudrait que les Tunisiens vous connaissent, que les autres, pas spécialement tunisiens, vous connaissent aussi, parce que votre apport à un certain moment, il continue à être très important, parce que vous êtes quelqu'un qui a compté intellectuellement, académiquement, politiquement, et on aimerait savoir qui c'est Sim Mahjoub Azza. Et c'est un grand plaisir et un honneur en même temps pour moi de vous recevoir et de répondre à toutes vos questions. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que on peut commencer par une question toute simple? Vous êtes qui? Alors, Azem, c'est mon prénom, Mahjoub, c'est mon nom de famille. Je suis issu d'une famille, on peut dire, qui appartient à la petite bourgeoisie intellectuelle. Mon père était instituteur. Ma mère, non, pas de travail. Et on peut dire qu'on a vécu relativement à l'aise comparativement à la moyenne donc, des Tunisiens. J'étais lycéen et malheureusement j'ai eu un accident de sport d'ailleurs qui m'a obligé de partir en France pour me soigner. Et donc ça a laissé un handicap, mais j'ai résisté, j'ai surmonté cet handicap parce que je suis arrivé au terme d'une bonne année de rééducation à récupérer et à m'autonomiser avec l'utilisation d'une paire de cannes. Maintenant, c'est vrai que pour les longues distances, j'utilise une chaise roulante. Cela ne m'a pas empêché de faire mes études supérieures en France et modestement d'avoir relativement bien réussi, ce qui m'a permis d'obtenir une bourse, d'ailleurs au départ à la fois tunisienne et française, et finalement c'est la française qui l'a emportée, et j'ai pu donc financer mes études supérieures grâce à cette bourse, et en même temps continuer d'ailleurs à me soigner dans des centres universitaires de santé en France. Quand j'étais dans ces institutions à la fois universitaires de santé, j'avais autour de 17, 18, 19 ans, c'était l'époque de mai 68. Et tout le monde y était partie prenante, et j'ai quand même vécu cette période, et j'ai été même dans un cadre relativement réduit, assez actif au niveau politique. On avait une sorte de syndicat étudiant qui regroupe les étudiants de France, qui étaient dans les différents centres de santé, qui, pour des périodes plus ou moins longues, et j'ai été un membre très actif au point de devenir président de l'association dite Générale Étudiants Santé, AGES. C'était ma première expérience, et j'étais assez influencé par l'époque. Je vous le dis donc en toute petite, par l'œuvre de Mao Tse-tung. Et j'étais vraiment très épris par ses écrits, au point que je portais une casquette rouge et que j'allais à l'université en tant qu'étudiant avec une casquette rouge, et j'avais toujours le petit livre rouge
que j'ai gardé en souvenir jusqu'à aujourd'hui. Et la casquette aussi? La casquette, malheureusement, j'ai changé de couleur simplement. Elle est devenue grise, malheureusement, avec les cheveux. Pratiquement à la même période, donc, j'ai quitté évidemment au bout d'un certain temps et j'ai intégré le campus universitaire, où là, bien sûr, j'ai fréquenté le mouvement étudiant tunisien. Et je faisais partie à l'époque de l'opposition au sein de l'UGET par rapport à l'UGET officiel détenu par les Destoniens. En 1970, j'ai quitté donc le centre de santé et j'ai intégré le campus universitaire de Grenoble. Et c'est là que j'ai commencé à fréquenter le mouvement étudiant tunisien. Et le premier noyau grenoblois de perspective. Et donc, j'ai intégré ce mouvement qui s'est appelé à l'époque l'Am le Tounsi. Et nous étions un noyau. Et les circonstances ont voulu que l'ami qui m'a introduit dans le circuit donc, politique radical, je l'ai perdu de vue depuis que j'ai quitté Grenoble. Et figurez-vous qu'il y a à peine un mois, il me téléphone et il me dit « Je veux avoir de tes nouvelles ». Ah, ça a été pour moi vraiment... il s'appelle Gilles Nijidi. Alors Gilles Nijidi, il a dû quitter rapidement la Tunisie parce qu'il passait en procès, il risquait donc une bonne dizaine d'années à l'époque. Et c'est lui qui a structuré le noyau dont j'étais partie prenante. Et nous avons du reste, alors à la fois milité pour le soutien des immigrés tunisiens dans leur combat, notamment à l'époque, c'était les cartes de travail, les cartes de séjour, et j'ai gardé un souvenir de ces moments. Et un des ouvriers qui était parmi nous, parce qu'on a constitué un petit noyau, il est rentré par la suite en Tunisie et j'ai gardé contact avec lui jusqu'à une date récente où il est décédé. Je l'ai appris par sa fille qui est devenue avocate. Vous parlez de qui? Eh bien, le nom va me revenir, ouais. mais par contre, l'autre nom qui était vraiment célèbre et qui continue, c'est Zalila. Am Khmaïs. Alors, c'est vraiment un personnage hors norme. Am Khmaïs, alors Zalila, c'est son nom de famille. Peut-être Khmaïs Zalila d'ailleurs. C'est un ouvrier, youssefiste au départ, condamné par contumace en Tunisie, exilé en France et qui était politiquement très avancé. Et c'est autour de lui, autour de Gilles Nijidi, donc qui est un des fondateurs de Perspective en Tunisie, que nous avons constitué un noyau de militants branchés sur les immigrés tunisiens. Et j'ai connu à cette époque vraiment une autre personnalité politique en Tunisie, donc Ismoun Noqrachi. Noqrachi, il est de Qsibat el-Madiouni. Et c'est l'Habib, peut-être vous le savez, Qsibat el-Madiouni, qui est un petit village du Sahel, il est connu pour être le fief du communisme en Tunisie, du parti communisme. Et on avait même un petit journal qui s'appelle El Mouhejr. Et j'ose espérer que Gilles Nijidi a gardé en archive ces numéros. Et comme les militants de l'époque, on allait
le dimanche sur les marchés, ciblant donc les Maghrébins et en distribuer donc. Avec les contacts et avec ce Nokrashi dont je vous ai parlé, on a voulu constituer une association de défense des immigrés tunisiens. Je me rappelle, donc, on allait dans tous les petits villages autour de Grenoble où se trouvent concentrés les Tunisiens et pour les langues visant à la fois les entendre et en même temps pousser les plus actifs parmi eux à constituer le noyau de cette association. Dans ce petit journal, on rendait compte des luttes en Tunisie. Et à l'époque, bien sûr, toutes les grèves, toutes les manifestations estudiantines, ouvrières surtout. Et nous, contrairement à l'âme, le Tunisi, on rédigeait en arabe classique. Gilani Gidi, il est installé à Oui, à l'Addis. Il est question, une fois que cette histoire de pandémie, qu'ils viennent me voir et qu'on renoue, parce qu'on a retrouvé aussi un autre ami qui était dans le noyau avec nous, et donc on voudrait un peu se remémorer. Et pourquoi aussi? Parce que j'ai appris qu'il y a, je pense que ça doit être un sociologue ou un politologue, doctorant, qui veut faire une thèse sur ce noyau de Grenoble. Grâce à votre générosité, premier document, l'interview, ça va l'aider certainement. Vous êtes rentré quand en Tunisie? J'ai fait mes études supérieures et j'ai postulé, et je me rappelle, donc, parce que ça c'était décisif dans ma formation intellectuelle, sans doute il y a eu l'impact de mai 68. Alors j'étais influencé par Mao Tse-tung et aussi par Althusser. Althusser m'a vraiment aussi marqué à l'époque. Et il y avait parmi les disciples d'Althusser un économiste, Charles Bettelheim, qui est vraiment l'économiste radical le plus connu à l'époque, et un autre un peu plus jeune qui était avec nous à Grenoble, qui est plutôt, on va dire, tiers-mondiste, néo-marxiste, Christian Palois, donc avec qui on était très amis. Et j'ai connu une autre personne aussi qui m'a marqué à l'époque, qui est un radical, mais à l'américaine. Par exemple, il était très ami avec Stephen Malkmus et avec Alain de Janvry. Donc il s'appelle Bernard Rosier, qui m'a introduit sur les problématiques de remise en cause, à la fois de la vision, on va dire, doctrinaire ou dogmatique du marxisme, et en même temps à la dimension environnementale et technologie au sens d'un rapport critique vis-à-vis de la technologie. C'est-à-dire technologie, environnement, technologie et besoins sociaux. Déjà à l'époque? Oui, oui, oui. Donc je l'ai eu comme prof pendant une année, et ensuite je l'ai retrouvé parce qu'il était à Aix-en-Provence. Parce que quand je suis rentré en Tunisie en 78, j'avais une thèse de doctorat d'État, la première thèse marxiste soutenue en Tunisie. Vous pouvez la trouver facilement. Industrie et accumulation du capital en Tunisie depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, donc à Grenoble, en 78. C'était un doctorat d'État. Et on avait une année qu'on appelait diplôme d'études supérieures. C'est au cours de cette année de diplôme d'études supérieures que je suis devenu, mais vraiment très marqué et très modestement maîtrisant relativement bien le marxisme. Sur la base de ce mémoire, d'ailleurs, que j'ai retrouvé, et qui était en fait le prélude à ma thèse, c'était un mémoire ultra radical encore, où je commençais par citer Mao Tse-tung, Gunther Frank et Samir Amin. Et je me rappelle à l'époque, parce que De Bernis, c'est un communiste, mais orthodoxe.
Il était fou de rage. Et quand j'ai postulé pour être assistant, et j'étais le premier maghrébin à postuler, il était fou furieux. J'ai été retenu le premier maghrébin à être assistant donc, à l'université à Grenoble. Assistant d'économie. D'économie. Alors, mais on m'a donné aussi à faire de l'histoire économique, en fait. Et moi, j'ai préféré regarder sur l'histoire économique. Non, mais assistant en France, alors de quelle année à quelle année? Alors, justement, alors, j'ai soutenu ma mémoire de DES en 72. Okay. Et de 72 à 78, j'étais assistant et en même temps, j'ai fait ma thèse. Ce mémoire qui est aussi un des premiers mémoires, mais alors ultra radical. Et on m'a rapporté ensuite, peut-être, quand ce mémoire est arrivé en Tunisie, il circulait clandestinement. Et il a été pour nous vraiment un bateau très, très mobilisateur. Pourquoi vous êtes rentré? L'appel du pays, simplement. C'est si important? Mais à l'époque, je ne pouvais pas m'imaginer ne pas rentrer dans mon pays et servir. Et pourtant, j'avais une carte de résident, que je pouvais résider encore 10 ans et obtenir même par la suite sans doute la nationalité française et tout et tout. Et je me rappelle quand il y a eu un jury pour m'accepter au sein de la faculté, il était dirigé par Cheikh El Ayari, qui est décédé récemment, pour qui j'ai beaucoup de respect de la tout. Alors il me dit comme ça, c'est Azem, vous avez servi la France pendant des années. Il est temps de servir maintenant votre pays. À l'époque, c'était la période de Mzali, une période où il y avait un peu d'oxygène. Ouais. D'accord? Et chez les Ayari, il faut dire c'est quelqu'un qui est un peu humaniste et ouvert. Et il a compris, sans doute, pour avoir fréquenté la France, que c'est important d'avoir des points de vue différents. À l'époque aussi, il y avait la bataille ici, quand ils recrutaient, entre les PhD venant des États-Unis et les doctorants d'État. Et j'étais placé un peu de pour renforcer un peu le camp des arts d'État. Est-ce que votre retour, c'est une action politique? Il y avait un peu de ça aussi, hein, parce que tout de suite, j'étais branché sur le syndicat. Le syndicat? Le GTT, je faisais des séminaires de formation au niveau du GTT. Okay. Et j'ai mené plusieurs travaux pour le GTT. Juste avant d'aller un peu plus loin, vous avez cité parmi les économistes et les gens qui vous ont influencé, ou d'une manière ou d'une autre, rencontrés ou pas. Avant Samir Amin, il y a un collègue marocain, devenu homme politique, il est actuellement à la tête de l'Assemblée nationale, Habib El Melki, qui est un économiste aussi excellent. Au départ, il était à la tête de la faculté de sciences économiques à Rabat. Okay. Et sans doute, je ne sais pas comment il a dû apprendre, moi je rentrais en Tunisie, quelques mois après, je reçois une invitation pour assister à un colloque qu'il organisait. Et j'ai été, et ça a été quand même pour moi vraiment la première porte d'entrée sur l'international. D'accord. Parce que c'est là où j'ai connu donc Samir Amin, fait une intervention relativement bien préparée, qui a été, et à l'époque, je me rappelle, Sophie Bessis a fait un compte-rendu dans Jeune Afrique, relativement élogieux. Donc ça m'a touché et je l'ai même gardé. Et je voulais juste te dire, je m'excuse, ma thèse, quand je l'ai soutenue, Alfred Sauvy, oui, on l'a rendu compte dans le monde. Et à l'époque, c'était quand même une référence que d'avoir Alfred Sauvy rendre compte
de travaux. Donc, là, c'est un Alfred peu Sauvy, c'est lui, si je ne me trompe pas, qui a créé, qui a inventé la formule du tiers-monde. exactement. Oui. Tout à fait. Alors donc, Samir Amin. Samir Amin, je l'ai connu. Comment c'était la rencontre? J'ai fait une intervention, il est intervenu, il a dû quand même me remarquer, moi. Et puis on a été invité le soir chez un collègue marocain qui était économiste et qui a fait beaucoup de politique par la suite. Et c'est là où je l'ai connu, on a sympathisé. Et je pense, quelques mois plus tard, il m'a contacté avec un économiste algérien décédé en temps que j'aime beaucoup, Yachir Faisal, qui est aussi un économiste, on va dire, radical. Alors, Yachir Faisal et Samir Amin sont venus en Tunisie et ils m'ont proposé de diriger une équipe d'économistes africains sur un thème cher à Samir Amin, la déconnexion. Et c'est comme ça que j'ai connu l'Afrique. Et c'est comme ça que dans une de ces réunions, j'ai connu Emmanuel Wallerstein. Oui. Et on s'est retrouvés une autre fois dans un colloque organisé en Égypte, alors, oui, par quelqu'un d'autre aussi, qui m'a aussi beaucoup influencé, qui était le premier environnementaliste égyptien, Sabri Abdallah, Ibrahim Sabri Abdallah. Et ce Sabri Abdallah, il avait fondé une association célèbre, je ne sais pas, qui s'appelle Arab Society for Economic Research, dont il était président. Quelques années après, Habib, je suis devenu son vice-président de cette association, grâce à l'appui d'abord de Sabri Amin. Et donc c'est là aussi où j'ai connu une personne qui m'a marqué, parce que c'était un des premiers à m'avoir aussi, après coup, réintroduit dans le monde de l'environnement, parce qu'il avait fait des papiers, et je me rappelle, il m'a demandé de faire un sur le thème un peu, c'était, ça s'appelait le Kaukab, la mondialisation et l'environnement. Ouais. Donc ça m'a permis en fait d'avoir l'entrée sur le Moyen-Orient. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a directement influencé? Oui, oui, oui. Alors pourquoi? D'ailleurs, c'est simple. Comme j'enseigne à la faculté, et je dois faire 3 références parmi les économistes, on va dire, du développement, entre guillemets. Alors, le traditionnel, c'est Rostov, ses étapes, mais une lecture critique donc, de la vision rostovienne. Ensuite, François Perrault. Bon, dans l'apport aussi substantiel, notamment avec la notion de coût de l'homme. Ça, c'est très important. Et Samir Amin. Et alors, par Samir Amin, j'ai connu Gunther Frank, mais je l'ai connu au sens, on était dans des colloques une ou 2 fois ensemble, sans plus. Et une autre personne aussi, très célèbre, que j'ai connue simplement dans une rencontre ou 2, Suzanne Georges. Samir Amin, donc, il était donc stationné à Dakar. Et à côté, donc, il y avait le Forum du Tiers-Monde, il y a Codestria. J'ai collaboré aussi avec Codestria, grâce aussi donc à Samir Amin. Alors, après, on arrive dans les années 80. Les années 80. Alors, les années 80, donc j'ai été en Tunisie, j'ai été recruté fin 78. En 82, je soutiens ce qu'on appelle à l'époque une thèse complémentaire, celle donc technologie et développement, avec Bernard Rosier. Et c'est là donc où vraiment il y avait ce marquage-là sur les technologies. Donc ça c'est important.
Et j'ai sorti peut-être un ou deux articles sur la technologie et le développement. Et j'avais fait à l'époque une étude, une enquête sur le savoir-faire ingénieux des micro-entrepreneurs dans l'informel. Dans l'informel, contrairement à ce qu'on pense, il y a une dynamique, il y a une ingéniosité d'invention et d'adaptation. Et au niveau technologique, c'est très important. Alors, à l'époque, j'ai cofondé le GREDET. Oui. Le GREDET, qui regroupait des ingénieurs et les intellectuels, à la fois géographes, sociologues. D'ailleurs, c'est là où j'ai connu les meilleurs sociologues, les meilleurs géographes de Tunisie. Vous pouvez les nommer? Alors, les géographes, bien sûr, Zamidi, Zral, Boukra. Alors, Zamidi, lui, comme c'est un homme de terrain, il a été très proche de nous, je vais dire, parce qu'on faisait des sorties sur le terrain avec nos étudiants. Oui. Jean-Paul Gachet, il était à l'époque en Tunisie. Alors, le GREDET, donc ce noyau, donc, qui est parti de l'interrogation de la technologie. Hein. C'était avec des ingénieurs. Et c'était quoi l'idée? Qui était la personne qui l'a vraiment créée? L'Union nationale des ingénieurs tunisiens. À l'époque, Afif Shelbi, devenu par la suite ministre, etc., il était un membre influent. Et figurez-vous que quand j'étais à la faculté, je commençais donc à la faculté, et j'enseignais au niveau du 3e cycle, entre autres, donc, le marxisme, le matériel. Et il venait assister en tant qu'auditeur libre. C'est là qu'il m'a connu. Il a dû m'inviter, parce qu'ils organisaient des rencontres, des séminaires. J'ai sauté sur l'occasion et j'ai commencé à organiser avec eux des séminaires réguliers. Et on peut, à mon avis, hein, maintenant avec le recul, c'est peut-être le premier think tank tunisien, non public. Le GREDET. Le GREDET. Alors, c'est là où j'ai connu Slahdin Lamemi. Alors là, je ne sais pas si je connais, parce que ça, c'est vraiment une personne à faire connaître absolument. C'était un pionnier d'avant-garde, parce que c'est lui qui a introduit la notion de petite hydraulique contre la grande hydraulique. Et vous l'avez connu personnellement? Oui, on était ensemble dans les réunions, etc. Et vraiment, c'était quelqu'un que je connaissais très très bien. Hein. Oui, il m'a marqué. Hein. Et quelqu'un d'autre aussi m'avait marqué, c'est le géographe, c'est Habib Atia. Habib Atia, on faisait des sorties donc avec étudiants du 3e cycle, ingénieurs, et on a pu faire le Kerouané, les Oasis. Et c'était un connaisseur. Vraiment un pédagogue et un homme vivant. Il m'avait vraiment sublimé, ce gars, Habib Atia. Et en même temps, et grâce à ces réunions et ces séminaires de GREDET que j'organisais, une autre personnalité, c'est l'Atiri. La petite mosquée que vous voyez sur le campus, là, assez bizarre, c'est lui qui l'a, et c'est lui qui a créé le NIT. Mokhtar Latiri, c'est un génie au sens complet du terme. Et donc, Mokhtar Latiri, à mon avis, c'est une grande figure en Tunisie, avec Habib Atia, Slahdin Lamemi. Est-ce que ce groupe, est-ce que le GREDET se voulait comme un think tank, comme on dit maintenant, ou avec un caractère principalement scientifique, académique, d'ingénierie, ou est-ce que c'était aussi quelque chose de plus politique? Non, à mon avis, c'était les gens justement qui étaient en retrait par rapport à la dominante politique et qui cherchaient vraiment un espace, un refuge. Le GREDET était un think tank, comme on dirait maintenant. À l'époque, le mot n'existait pas.
C'est un centre de recherche. C'est un groupe de recherche qui n'avait pas un statut au sens déclaré, etc. Donc, voilà. Mais ça existait, avec Ah oui, oui, il y avait une vraie existence. Une vraie existence, avec des réunions régulières, jusqu'au jour où, sans doute, parce qu'entre-temps, les dirigeants de l'Union des ingénieurs a changé, etc., qu'ils étaient peut-être un peu plus frileux, peut-être un peu plus d'approche du pouvoir. Tu vois, par exemple, sur le choix des sujets, sur le choix des personnes, j'ai senti que je n'avais plus la même latitude et la même liberté. Je me suis rétracté progressivement. En tous les cas, j'ai compris que ça n'allait. J'ai voulu par la suite, sous une autre forme, le recréer. Parce que, entre-temps, je crois, ils ont créé une sorte de secrétaire d'État à la recherche scientifique. Et j'avais déposé un projet allant dans ce sens. Bon, qui ne tournait pas tout à fait sur les mêmes thèmes, mais qui, en fait, indirectement embêté, c'était politiquement les processus de décision, comment ils se prennent. Et je voulais démonter le mécanisme, donc, qui fait que les décisions que nous prenons ne suivent pas un processus de transparence, de participation, etc., qu'elles étaient plus ou moins donc, vouées à l'échec. Donc je voulais faire un peu ça. Oui. Alors, mais qui n'avait pas cette ambition radicale qu'avait le Gredet. non, moins radical. Moins radical. Alors, à l'époque, c'est vrai, le combat est devenu plus syndical, à l'intérieur du syndicat et politique. Donc, j'étais beaucoup plus un peu branché sur les batailles syndicales, sur aussi la résistance pour au moins l'autonomie des universités. Au milieu des années 80, je sentais vraiment le grisou. Donc, je sentais qu'on était en train de nous étouffer. Et c'est là que j'ai eu envie de partir. Et c'est là que je suis parti aux États-Unis. Je suis parti aux États-Unis pour avoir une bouffée d'air. Et j'avais donc un séjour à faire la moitié du temps avec Emmanuel Wallerstein et la moitié du temps avec Alain de Jonvry, où j'ai reçu des invitations. C'était où? C'était où? Dans quelle ville ou dans quelle institution? Alors, Emmanuel Wallerstein, c'était Fernand Brothers Center à SUNY Binghamton, donc l'État de New York, et Alain de Jonvry à UC Berkeley. Et c'est comme ça aussi que j'ai connu UCLA. J'ai été invité à Los Angeles. Vous êtes resté combien de temps? Je suis resté 6 mois. 6 mois. Oh, c'était vraiment fabuleux parce que ça m'a permis d'assister au grand colloque des économistes américains et j'ai ramené donc un certain nombre de bouquins donc des radicaux américains de l'époque. Et je me rappelle avoir fait un article, je pense l'avoir regardé, sur l'apport d'Emmanuel Wallerstein, donc sur la commodification. Donc ça c'est très intéressant. J'ai été très impressionné par lui. Il a ensuite écrit des articles extraordinaires sur le déclin des États-Unis. Et quelques années après, quand il y a eu la guerre du Golfe, j'ai fait un petit bouquin en arabe sur la guerre du Golfe et je me suis beaucoup inspiré d'Emmanuel Wallerstein sur sa thèse sur le déclin des États-Unis et sur les enjeux de la guerre, etc. Mes enseignements à la faculté sont aussi le reflet de mon engagement politique. Ce que j'enseignais, c'était les points de vue alternatifs et critiques. Et les étudiants me connaissaient pour ça. Est-ce que vous connaissez vos étudiants maintenant? Est-ce que vous avez quelques-uns en tête? Est-ce que vous les rencontrez? Est-ce que vous connaissez? Il m'est arrivé il n'y a pas longtemps dans une conférence à avoir
été avec une étudiante qui est devenue par la suite professeure. Si vous voyez à la faculté, hein, les titres des mémoires que j'ai fait soutenir, la corruption, l'inégalité selon le genre, la pauvreté, l'analyse critique de la mondialisation, tous les thèmes, alors sur la durabilité, le sustainable development, tous les thèmes qui sont devenus par la suite à l'ordre du jour. Et je me rappelle, c'est la Bible, ça c'est une anecdote. Quand j'ai introduit à la faculté un cours sur l'environnement et sur la durabilité, c'était après le sommet de la Terre. En quelle année le cours en question? Dans les années 90, les étudiants au départ, ils venaient assister à mon cours sur l'environnement, cette nouvelle problématique, et en quoi elle était une vision radicalement différente du point de vue économique général, qui a été remise en cause par mes collègues en disant que ça n'a rien à voir avec l'économie. Et les premiers mémoires que j'ai fait soutenir, les étudiants qui étaient brillants et qui postulaient pour être assistants, ils étaient recalés parce que ça n'avait rien à voir avec l'économie. Donc les années 80, et après vous avez continué votre travail jusqu'à la retraite. Ça fait pas longtemps que vous êtes à la retraite. Alors en fait, j'ai été mis à la retraite. D'office. Oui, à 60 ans pile. Pourquoi? Alors ça pour des raisons politiques bien sûr. Parce que j'ai fait partie des intellectuels qui ont signé une pétition contre la réélection de Zine el-Abidine Ben Ali pour la énième fois. J'ai été mis à la retraite en 2007. Bien sûr, pendant la période Ben Ali, on ne m'a jamais pris mon passeport. Je n'ai jamais eu de pression directe, mais indirecte, pas mal. Chaque fois que je devais intervenir sur ces thèmes de la pauvreté, et parce que j'ai fait beaucoup de travail là-dessus, c'était un peu mon optique, toujours radicale, centrée sur des questions de différenciation sociale, de paupérisation, etc. Et j'ai été quand même pas mal malmené, et je pense que ça s'est surajouté à la pétition que j'ai signée contre le Mali. Juste une petite anecdote que je vais te raconter. Alors, on a fait le premier rapport sur le développement humain en Tunisie. C'est le PNUD qui m'a sollicité pour ça. On devait faire une conférence de presse, une fois sorti donc, pour faire état. Et à 11h du soir, le président du PNUD me téléphone et m'a dit « Monsieur Mahjoub, notre réunion est reportée Sydney. » Et la présidence demande à ce qu'on refasse cette étude en enlevant tout ce qui touche l'inégalité dans le développement au niveau régional. Donc, et ils ont dû supprimer tout ce qui montrait à l'évidence des inégalités à l'époque. Et le PNUD a marché. Hein. Ils l'ont fait. Pourquoi vous avez travaillé sur la pauvreté? J'ai travaillé sur la Bible, sur la pauvreté et l'environnement. Oui. Moi, je suis, c'est un terme un peu excessif, obsédé par la question sociale. Ce qui me guide constamment, c'est la question sociale. Et d'ailleurs, en ce moment, c'est là. Je suis en train, avec une équipe que j'ai constituée, de faire un lourd travail sur les inégalités sociales en Tunisie, en me plaçant même dans une perspective historique. Et d'ailleurs, j'utilise une partie de ce que tu as fait dans ton ouvrage, et je vais voir comment, à partir du 19e siècle, ce phénomène de paupérisation et d'appauvrissement a été à l'origine de générer justement les inégalités que nous allons retrouver. Et j'ai retrouvé des données qui me donnent une idée des inégalités sociales à la veille de l'indépendance, notamment en matière foncière. J'ai le rapport de GT de 55 donne
donc des chiffres assez édifiants, parce que au fond, en fait, et c'est pour cela que je redonne un peu ton point de vue, les inégalités foncières que nous avons héritées de la période coloniale et qui, d'une manière ou d'une autre, ont continué, seraient pour une grande partie explicatives du déclenchement au moins de la révolution en Tunisie. C'est un peu la thèse que tu soutiens et que je suis en train donc d'affiner en essayant d'avoir une perspective historique pour voir comment on est arrivé à là. Et ensuite, bien sûr, je suis en train d'utiliser toutes les données possibles. J'ai une équipe avec 3 personnes sur les données quantitatives sur les inégalités en Tunisie. Qu'est-ce qui a pu changer? Parce qu'il y a une question donc importante. Est-ce que les inégalités, d'une manière générale, en termes de revenus, en termes d'éducation, en termes de santé, sont, et comment on peut les expliquer? Parce que l'idée, en fait, c'est que les inégalités, notamment salariales, c'est la Bible, qui renvoie aux inégalités en matière d'éducation, rendent compte pour une grande part de la persistance des inégalités. D'accord. Alors, ce se rajoute à cela donc les inégalités foncières que nous héritons, et en règle générale, en tous les cas, c'est ce que dit la théorie, quand vous partez d'un niveau relativement élevé d'inégalité, et sauf changements radicaux dans le mode d'appropriation des biens, qu'ils soient fonciers ou autres, vous aurez du mal, quelles que soient les circonstances, à vraiment inverser d'une manière substantielle et significative le niveau des inégalités que vous avez, etc. Donc, vous pouvez, certes, mais pas d'une manière aussi radicale. Vous avez utilisé un mot que j'aime beaucoup, moi, et beaucoup de chercheurs n'utilisent pas, le mot obsession. Oui. Et moi, parce que ça signifie un certain nombre de choses pour moi. Cette obsession, elle est intellectuelle, académique ou politique? Wallahi, Ou les trois? Oui, tous les trois. Politique, c'est certain. Je veux dire, en toute modestie, je suis connu essentiellement pour être ça. C'est-à-dire, entre guillemets, un progressiste, mais aussi académique. C'est-à-dire, je trouve un confort intellectuel à travailler sur ces questions. Vous avez dit que l'obsession avait 3 dimensions, une personnelle, politique, intellectuelle et académique, bien sûr, en tant que chercheur, notamment. Le côté politique dans la narration, dans ce que vous venez de nous raconter, la dimension politique de votre action, je ne sais pas si ça a été censuré ou juste n'existe pas. Non, au contraire. C'est vrai, je ne suis pas engagé au sens d'appartenir à un parti politique. Ça, c'est un fait. Vous n'avez pas connu la prison? Non, jamais. Vous n'avez pas connu de procès? Non, pas du tout, pas du tout. Vous n'avez pas connu l'exil? Non, pas du tout. Donc, non. Mais, je ne sais pas, ça, c'est peut-être une paresse ou un confort, c'est que j'ai du mal, en tant qu'intellectuel, à m'acclimater avec ce qu'ils appellent une ligne du parti. Tu vois, cette idée de m'aligner, donc, au sein d'un parti politique sur une position, même si c'est démocratiquement pris, ça m'incommode. Je veux être un libre penseur. Je peux dire, tiens, ce parti-là, il a raison et je me sens proche de lui. Mais sans pour autant en faire partie, parce que je n'ai pas la capacité, aujourd'hui, de venir assister à une réunion qui peut durer jusqu'à 3 heures du matin et me lever le lendemain pour aller. C'est impossible. Je ne peux pas le faire. Quand on regarde le niveau des sciences sociales aujourd'hui, de l'économie, de la sociologie, surtout tout ce qui concerne le rural, et quand on se rappelle quand même, il y a eu un moment où c'était presque un âge d'or, les années 80, on en parlait, surtout les années 70, les années 80.
Qu'est-ce qui s'est passé dans cette université tunisienne? J'ai perdu un peu le contact avec le monde universitaire. Bra, j'ai quand même des contacts avec des jeunes qui font partie de mon équipe, qui sont aujourd'hui maîtres assistants, etc. Bien sûr, ils n'ont pas une grande envergure, mais relativement, en tous les cas, pour ceux que je connais, ils sont bien formés. Ils sont bien formés. Et d'ailleurs, je les sollicite pour des travaux. Donc, par exemple, sur ce que nous allons faire sur les inégalités, ça demande une investigation. Pour dire la vérité, je ne suis pas sûr que c'est le désert. Ce thème, donc, qui m'était cher à l'époque au Grédet, etc., etc. Le thème de quoi? Technologie, mode de consommation, mode de production, ruralité, tous ces thèmes-là. Alors, à 2 occasions, par la suite, je les ai traités. On m'a demandé de faire un chapitre dans l'agenda 21 national sur le développement durable, où j'ai parlé de la soutenabilité du mode de consommation et de mode de production en Tunisie. Et je pense avoir vu des choses qui renouent un peu avec nos préoccupations, tu vois, dans le sens où le modèle de production qu'on a introduit en Tunisie depuis la colonisation, qu'on a plus ou moins systématisé par la suite, intensif, etc., avait changé le mode de consommation, parce que les deux vont ensemble, et je suis revenu aux origines, comme il est parti des États-Unis, et en quoi donc cela est vraiment dommageable pour la Tunisie. Mais est-ce qu'on peut revenir un peu au concept même de technologie de développement? L'idée, c'était de dire que la technologie n'est pas neutre. Et toute technologie, elle a l'empreinte, on va dire, des rapports, donc des rapports sociaux. Elle a un marquage social. L'invention et l'innovation, ce sont des choses. L'invention, à partir du moment où elle se forme dans la réalité, elle implique un mode d'organisation du travail, donc un mode aussi de séparation. Donc elle marque socialement l'environnement dans lequel elle va se déployer. Donc ça c'était l'idée donc, que j'avais retenue à l'époque donc de ces Stéphane Marglin et de Alain de Janvry et autres, tu vois. Donc il n'y a pas une invention qui devient innovation au sens, donc elle s'immisce dans le réel, sans qu'elle soit empreinte d'un marquage social, tu vois. Donc c'est un peu ça l'idée. Donc il y a l'idée que quand on transfère une technologie, on transfère un mode d'organisation du travail, un mode de rapport entre le travailleur et la technologie, etc. C'est valable pour l'industrie? Je mets les modes d'organisation du processus de travail. Le taylorisme, le fordisme, le néo-fordisme. D'une manière ou d'une autre, ces modes d'organisation des processus de travail ont un marquage social. Je veux dire, elles marquent socialement l'environnement dans lequel elles se déploient. C'est dans ce sens-là. Alors, il y avait là-dessus une autre idée, ça que j'avais prise de collègues, donc Grenoble, et bien sûr des enquêtes, etc., etc. Ces chercheurs sont arrivés à l'idée que dans une entreprise, il y a un procès de travail théorique, c'est-à-dire qui est établi par la hiérarchie, etc. Et le procès de travail effectif. Et ils expliquent qu'en fait, il y a un décalage souvent, parce que le procès de travail effectif, c'est le mode d'appropriation par les travailleurs, et donc de transformation aux besoins et d'adaptation du système tel qu'il est théoriquement établi. Alors, pour simplifier un peu, quand vous importez une technologie, qu'elle soit dans l'agriculture ou dans l'industrie, vous importez un mode d'organisation du procès de travail qui, lui, est fondamentalement un procès
de division de travail, de hiérarchie, etc., etc. C'est un peu ça, cette idée-là. Et vous produisez de la pauvreté et des inégalités. Ma deuxième question, c'est est-ce que, vu du Sud, est-ce qu'il y a des alternatives? Ça rejoint l'idée de la déconnexion, hein, je veux dire. La déconnexion, oui, fondamentalement, Samir Amin là-haut, il la voit beaucoup plus dans le système des prix entre l'agriculture et l'industrie. C'est-à-dire que si vous ouvrez, il pense, je crois que c'était ça son idée, que vous allez imposer notamment à l'agriculture un système de prix un système de prix qui va générer un mode d'articulation avec le système des prix industriels défavorable à l'agriculture. La déconnexion, elle doit se faire à ce niveau, parce que autrement, vous perdez votre agriculteur et vos agriculteurs, et les petits exploitants, etc. Parce que vous imposez un système de prix donc, qui rend la compétition et la concurrence le leitmotiv, et qui génère, par définition, un mode de concentration. Si on peut prendre le cas de l'agriculture tunisienne, Oui. par exemple. On est passé depuis la colonisation par l'expérience courte voilà. des coopératives et après des libéralisations et ainsi de suite. Enfin, les ajustements structurels et le marché ouvert et ainsi de suite. Est-ce que le transfert de la technologie agricole a tué l'agriculture tunisienne et donc quelles seraient les alternatives? Ce sont les petits producteurs, et à la limite avec eux les moyens, qui produisent l'essentiel en matière d'élevage, en matière, etc. D'accord? Cela est généralement en tendance à utiliser, de par le savoir ancestral, une meilleure connaissance du terrain, etc., on va dire, à utiliser des techniques et des modes de production plus adaptés à leurs espaces. Donc, et ils sont en même temps capables de produire ce qui est nécessaire à l'alimentation. Alors, en jouant sur la technologie, qui dit technologie importée, dit investissement lourd, dit nécessité de la concentration des terres, d'accord? Dit donc marginalisation de la petite agriculture. En Tunisie, d'ailleurs, ils sont toujours à côté, c'est-à-dire qu'ils pensent toujours, alors, d'une part, tirer vers la production, sans jamais penser à revenir sur le mode nutritionnel, et ça, je trouve, c'est très grave, c'est très très grave, de ne jamais démonter le système de consommation aliénant, rendant la dépendance encore plus forte. On a encore des survivances, heureusement. On a quand même des cuisines traditionnelles, etc. Mais au vu de l'urbanisation, de l'éclatement, et tout ça, donc ce sont des choses qui ont tendance plutôt à disparaître. La solution est donc vraiment dans la petite agriculture. C'est là où il faut véritablement faire le maximum pour permettre au pays de décoller. Ça doit passer par une réforme agraire? Alors, on peut maintenant concevoir la réforme agraire peut-être sous une forme pas aussi radicale qu'on le pense. L'essentiel, c'est l'appropriation de la terre et le fait de fixer juridiquement la propriété des petits paysans. Parce que nous savons, les données le montrent, que l'essentiel des petits exploitants sont enfermés dans l'informalité, faute de titre de propriété et faute d'accès aussi aux finances, parce que faute de propriété, donc par définition, ils sont marginalisés. Juste une question très très courte comme ça, est-ce que vous êtes pour l'égalité de l'héritage? Oh oui, fondamentalement. Y compris dans le foncier agricole? C'est essentiel. L'égalité d'héritage, ça c'est important. La fixation le dit.
je suis en train de revenir, de repenser à Sidi Bouzid et au déclenchement. Ce gars, De la Révolution. à l'origine, Bouazizi. Bouazizi, c'est quoi en fait? C'est quelqu'un qui a été exproprié en fait, et qui est passé dans l'informalité. Donc les phénomènes sont liés. Pendant la pause, camarade Oui. Max m'a soufflé une question. Oui. Il m'a dit que je dois vous interroger sur Sejnen. Je ne connais pas le travail sur Sejnen. Il y a un organisme officiel qui s'occupe donc du monde rural dans cette région. Il y a une donnée fondamentale dans le nord-ouest surtout, donc la région de Béger, Sejnen, etc. C'est que c'est la région la plus pourvue en eau et c'est la plus dépourvue en eau potable en même temps. Et Zamiti, il a travaillé sur cette question-là, donc essentielle, parce qu'ils ont les plus grands barrages de retenue d'eau et il manque d'eau potable. Maintenant, je sais qu'il y a eu un projet donc, de développement agricole dans la région, mais basé sur l'élevage, mais je l'ai critiqué parce que l'approche est encore l'approche technique, sans dimension sociale, sans prendre en compte donc, ce que ça peut générer au niveau de différenciation, etc. Alors, j'ai une question un peu brutale. Oui. À quoi ça a servi le Gredet? Oui, j'ai oublié de dire qu'en fait, le Gredet était subdivisé en plusieurs sous-Gredets. Alors, par exemple, ceux qui s'intéressaient à l'énergie avaient aussi leur rencontre et ils venaient en rendre compte ceux qui s'occupent d'agriculture, ceux qui s'occupent d'architecture. Axe Bakri, c'était dans l'agriculture, sur l'énergie, donc alors sur aussi les matériaux de construction. Bouchrara. Et il a fait des choses très intéressantes, Bouchrara, sur les matériaux de construction alternatifs, toutes ces choses-là. Il était avant-gardiste. En matière d'architecture, d'urbanisme, etc. Alors on a eu quelqu'un de bien, vraiment Mourchid Chebi, qui a fait une thèse magistrale sur l'habitat spontané périurbain. Vraiment quelque chose de fabuleux. Alors je voulais te dire aussi pour l'histoire, c'est que si le Gredet peut être considéré comme un premier think tank indépendant, il y a eu en Tunisie le groupe 8. Et puis, Habib, n'oublie pas que Perspective, les premiers numéros. Abdjilil Bedoui, vous le connaissez? Oui, Abdjilil Bedoui, je l'ai connu quand même il y a très longtemps. Alors, donc, quand j'ai soutenu ma thèse, il est venu assister à Grenoble. Parce que Hassine Dimessi, Oui. qui est devenu ministre, Oui. il est venu passer une année à Grenoble pour faire un 3e cycle. Et donc, je l'ai bien connu, Hassine Dimessi. Hassine Dimessi, il a une particularité, c'est qu'il est proche du terrain. Donc, ce qu'il dit, il a beau ne pas être un grand théoricien, mais généralement, ce qu'il dit est juste, parce qu'il connaît bien le terrain. Donc, récemment, il a interviewé sur les entreprises publiques, il a dit des choses qui ont fâché beaucoup de monde, mais en fait, il ne les invente pas. Ce sont des choses vraies. Il a expliqué le corporatisme qui règne, le fait que souvent les syndicats donc, font d'obstruction pour l'embauche, etc., qui font la plus... Bref, donc, Abdjil Bedoui, alors donc, je l'ai connu à l'époque, Abdjil Bedoui, il a fait Sciences Po et Sciences Éco, donc il est bien formé. Est-ce que l'écologie est au fondement de votre pensée sur le développement? Ah oui, à mon avis, c'est fondamental. Je veux dire, donc, chauffe. Alors, je crois que pour moi, questions sociales et environnementales sont liées. Et vous ne pouvez pas faire de développement sans avoir de perspective sur les implications sociales et sur les implications environnementales. Non, mais je peux les assumer.
je peux dire, je sais que ce projet va faire de la pauvreté quelque part, mais ça va donner de la puissance économique à telle région. Et bien justement là, c'est la question de choix. C'est-à-dire, si vous dites la génération actuelle, elle-même importe le plus, et que je m'en fous si dans 10 ou 20 ans, la terre est brûlée, ou l'eau est devenue inexistante, ça c'est... Donc nous, il faut qu'on dise que c'est grave. Il ne faut pas faire ça. Mais là, vous êtes en train de parler d'Urgeb. Oui, bien sûr, bien sûr. Autant, je t'ai parlé un peu de cette anomalie. Les gens du nord-ouest, ils ont l'eau à côté, ils ne boivent pas. C'est quand même d'une injustice absolue. Je veux dire, c'est pas... Donc les gens, quand ils sortent dans la rue, il faut... si j'avais les moyens, je sortirais avec eux pour dire, vous avez raison. Bon, le problème, entre nous soit dit, je n'ai pas accès aux médias. Pourquoi? Je ne sais pas, donc ils ne me connaissent pas. La seule fois où j'ai eu un truc, quand j'ai sorti, donc, avec le Forum des droits économiques et sociaux, un article sur les inégalités, la vulnérabilité et le Covid, Ouais. bon, là j'ai eu quelques interviews, mais pas à la télé. Gibbs. Oh, chauffe, Habib. Gibbs, je l'ai connu quand c'était un joyau. Quand tu rentres dans l'oasis, c'est un pays de rêve, en fait. Et quelques années plus tard, je suis revenu, je voyais les arbres en gris, on dirait des cendres. En fait. C'était d'une tristesse absolue. Il fallait quand même ce complexe industriel. Non, à mon avis, il ne fallait pas. Ah, n'y réfléchissez pas non plus. Donc l'essentiel, c'était, bon, la Tunisie, elle a du phosphate, il faut qu'elle le transforme, etc. Alors que faire? Il faut qu'ils pensent à des solutions alternatives. Enfin, comment ils peuvent... s'il faut le phosphate est nécessaire, donc, mais pour que ce ne soit pas au détriment de la santé et de la vie des individus. À l'époque, c'était l'argument, et maintenant, il y a encore des gens qui disent que ça a apporté du développement et ça a apporté des emplois. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une autre solution? On peut trouver de l'emploi, à mon avis. Il faut... Et là, c'est là où il faut penser autrement. Et c'est pour cela que c'est la seule formule que j'aime dans ce président. Penser autrement. Si on pense d'une manière traditionnelle, il n'y a pas de solution, ici et là, etc., la société est-elle à même d'assumer un coût supplémentaire pour déplacer, ou je ne sais pas quoi, ce genre d'entreprise? Donc il faut le faire, mais à mon avis, on ne peut pas indéfiniment jouer sur la santé et la vie des individus. Ça, c'est si vous aviez les moyens aujourd'hui, les moyens de décision, je veux dire, oui. Vous fermerez le complexe? Je commencerai par faire une étude avec l'idée, l'alternative, si possible la moins coûteuse, mais enlever ce cancer de Gabès. Voilà, j'aurais donné cette directive-là. Cassez-vous la tête, il faut me trouver une solution. Vous avez je ne sais pas combien de temps, 1 mois, etc. Mais je ne veux plus parler de ce complexe à Gabès, mais je ne voudrais pas non plus que la richesse phosphatière donc, ne soit pas d'une manière ou d'une autre exploitée, mais d'une manière écologiquement acceptable. Je vous ai pris trop de temps et beaucoup d'énergie. Est-ce que j'ai oublié quand même quelque chose? Ou maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez envie de vous exprimer là-dessus? J'ai écrit un article juste après l'élection de Saïd. Et cet article avait pour titre « Le nouveau président, un événement singulier, un nouveau souffle pour la révolution. » Et j'avoue avoir été assez favorable et assez pour Kais Saïd, surtout dans sa compétition avec Karoui. Je ne sais pas si dans cette ligne ou dans l'autre, j'ai parlé aussi du danger de la particratie en Tunisie. Vous pouvez être élu.
Donc vous avez une base et un fondement légal, puisque vous êtes un élu démocratiquement. Mais la légitimité, elle s'acquiert vraiment quand? Quand vous réalisez ce dont vous avez... certes, la rectitude, il a donné la parole aux jeunes, la dignité, mais en termes de réalisation, là-dessus, bon, pour le moment, on n'a rien d'effectif. Donc s'il tarde là-dessus, son stock de popularité va fondre. Va fondre, manifestement. Parce que les gens, certes, ils lui font confiance sur le fait qu'il ne soit pas corrompu, mais l'anticorruption ne fait pas à elle seule un président. Un président où, d'autant plus, il n'a pas de passé politique, donc il manque d'expérience politique manifeste, et donc il est souvent rigide. Merci beaucoup. Est-ce que vraiment, tu penses, ça a été utile? Il y a un lien extrêmement utile, très très utile, très utile pour les jeunes, pour les étudiants, pour les politiques, pour les médias. Honnêtement, je pense que ça sera très utile. Inch'Allah, en tous les cas, chouf, ça me va directement au cœur le fait que vous soyez intéressé à ma modeste personne. La question sociale était fondamentale pour moi. L'autre chose que je revendique, qu'est-ce que être intellectuel? Je souhaiterais l'être. Pourquoi? Parce qu'un intellectuel, il brasse. Il n'est pas spécialiste. Je ne suis pas économiste. Je peux faire l'économie, la sociologie, l'histoire, la philosophie, tout ça. Quand on arrive à maîtriser plusieurs champs, dont l'histoire, la géographie, on peut à ce moment-là, tiens, on pourrait me considérer, ou alors je peux me considérer sans que les autres connaissent, comme un intellectuel. Merci beaucoup. Aïcha.